On parle des villes intelligentes et tout à l'heure, Carlos reviendra avec le maire d'une ville espagnole qui est la première ville au monde enfin ville importante, j'entends, agglomération importante, à avoir totalement supprimé les voitures. C'est possible et ça se passe sans trop de difficultés. On continue de parler de ces villes innovantes pour une meilleure qualité de vie avec ceux qui les imaginent, ceux qui les conçoivent ou ceux qui font avec l'existant et qui l'améliorent, comme le maire de Grenoble qui va nous rejoindre. Et c'est le journaliste d'Europe 1, Pierre de Villeneuve, qui va venir animer cette nouvelle table ronde. Pierre, c'est à vous avec vos invités. Merci Audrey, merci, bonjour à tous. Voici nos invités, Karine Bidard, co-directrice générale de Paris & Co, Benjamin Martin, qui est directeur des affaires publiques d'Uber. Là, on est en plein dans la mobilité. Nous sommes également avec Olivier Blon, écrivain, président de Respire, l'association nationale de lutte contre la pollution de l'air. Éric Piolle, que je salue, je suis très content que vous soyez là, monsieur le maire de Grenoble. On peut dire que vous êtes pionnier en la matière justement de faire changer les choses. Et Alain Rinck, qui est fondateur de Host et qui est architecte avant tout. Donc on a quoi? On a autour de cette table, ou autour de ces strapontins, mais on va dire que c'est une table, une responsable de développement de ville, un maire vertueux, un acteur majeur de la mobilité urbaine, un écrivain écolo qui veut mieux respirer et un architecte. Que de mieux? Avec ça, on peut intelligemment réfléchir, positivement réfléchir à la façon d'améliorer la qualité de vie en ville. Alors je crois savoir que dans le monde, il y a des indicateurs qui nous disent, je me tourne vers vous, Alain Rinck, parce que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, c'est Vienne, la ville où on vit le mieux en considérant la qualité de l'air, l'infrastructure, l'emploi, les activités culturelles. Mais il ne faut pas se leurrer parce que vous avez un point de vue très, avant de commencer le débat. C'est un point de vue de mes amis scientifiques qui disent qu'il faut faire attention aux indicateurs et à vérifier ce qu'ils mesurent. Et peut-être que les meilleurs indicateurs, c'est des indicateurs qui peuvent justement indiquer quels sont les points qui sont mis en avant et permettre comme ça d'avoir une réflexion. Et curieusement, il n'y a aucune ville française, mais alors vous dites que c'est récurrent. Souvent, les anglo-saxons qui ont l'habitude d'évaluer beaucoup plus que notre culture sont un petit peu en avance et ont tendance effectivement à trouver des villes plus intéressantes. Et les villes françaises, par rapport à ce que j'en connais, par rapport à leur qualité, je trouve qu'elles sont classées un petit peu bas quelquefois. Diable. Éric Piolle, maire de Grenoble, je disais, je suis ravi que vous soyez là parce que Éric Piolle, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un pionnier en la matière de qualité de vie, d'air respirable, de mobilité, d'infrastructure. On se souvient que vous avez été le premier en France ou l'un des premiers à interdire les voitures sales de circuler. Vous êtes pratiquement le pionnier à vous tout seul des vignettes critères. Qu'en est-il aujourd'hui d'une manière un peu générale? Bonjour à tous. Qu'en est-il? Il en est que pour revenir à l'exposé introductif que faisait Carlos à l'instant, en fait, ce qui se passe, la démarche dans laquelle on est engagé, la transition dans laquelle on est engagé, c'est justement de basculer d'un monde d'accumulation dans lequel on cherche à être un peu moins consommateur ou un peu plus vertueux, toujours dans cette théorie de l'accumulation, toujours dans cette théorie de l'accumulation qui pourtant produit des inégalités énormes et produit du manque. À chaque fois qu'il y a volonté d'accumulation, il y a pénurie, à la fois pour ceux qui sont tout en haut qui en veulent toujours plus et ceux qui sont en bas qui en ont effectivement toujours moins. On essaye de prendre ce virage pour se dire que finalement, il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans l'action publique? Comment garantir des sécurités? Comment chérir le bien commun et le vivant? Mais comment nourrir notre liberté de contribuer? Il y a des barrières administratives, il y a des barrières financières. Et c'est le tabou. En France, on ne parle jamais d'argent. Mais alors, comment on fait? Toute la question est justement de se dire comment on gère le changement et comment on arrive à passer d'un constat que tout le monde partage quasiment maintenant. Claude Allègre a disparu du paysage. Donc on est effectivement dans l'ère de l'Anthropocène. Le dérèglement climatique est là en pleine poire. Pour le Pyrénéen de naissance que je suis, on a battu il y a quelques semaines un record historique. 100 jours sans gel au sommet du pic du Bigorre. Ce n'était pas arrivé depuis le début des mesures en 1882. Donc on est là-dedans. On sait à peu près ce qu'il faut faire. Les briques du modèle de demain, on n'en connaît pas les contours. Justement, vous parlez du pic du Midi, on a l'impression que ça interpelle, mais
mais pas suffisamment. On se dit, bon, Eh ben, ah oui, c'est grave, puis voilà. après on passe à autre chose. On se dit, bon, Exactement. dis donc, t'as emmené Agathe son cours de piano, là, parce que voilà. Oui, la bascule, c'est-à-dire comment on passe du savoir à l'envie de changer, et maintenant comment on passe de l'envie de changer, qu'on a, je pense, beaucoup de gens ont, au plaisir de changer. Et c'est là-dedans, en fait, que ça bascule. Ce qu'on a fait sur la pollution de l'air est un bon exemple. D'abord, on a géré ça à l'échelle du territoire, du bassin de vie, c'est-à-dire non seulement évidemment Grenoble, la métropole grenobloise, mais les 2 territoires voisins, avec en partenariat le monde économique, les services de l'État. Et de fait, on est arrivé au bout de 2 ans, quand même ça s'est pas vu parce qu'il se trouve que la communication a fait qu'on a été mis en avant au moment où on signait notre convention parce qu'il y avait un énorme pic de pollution en France 2 semaines après qu'on ait signé cet accord. Mais l'accord, il arrivait après 2 ans de débat. La mise en place des vignettes critères. Merci le pic de pollution. Parfois, il faut avoir Vous l'avez commandé sur Internet. un petit peu. Parfois, effectivement, il y a une conjonction d'événements qui fait que ça marche plus ou moins bien. Et on a représenté, pendant les 8 premiers mois, on représentait le territoire grenoblois à lui tout seul, 80% des vignettes critères de France. Bon, voilà. Donc ça bouge. On va parler d'avenir également. Karine Bidard, vous co-dirigez Paris & Co. C'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est surtout, ça n'a rien à voir avec la mairie de Paris, on est d'accord? Ça a un peu à voir avec la mairie de Paris. Mais pas complètement. En fait, on est cofinancé par la mairie de Paris et par des sociétés privées. Paris & Co, c'est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris. Et donc, on a une mission particulièrement d'accompagner l'innovation, les acteurs, faire le lien entre le territoire et tous les acteurs du territoire et la collectivité. Donc, l'idée étant d'accompagner le développement des jeunes entreprises innovantes. On a une douzaine d'incubateurs un peu partout dans Paris et à l'extérieur d'ailleurs, qui sont chacun thématisés sur un enjeu, un sujet un secteur d'activité. Donc on a un incubateur sur le tourisme, qui était le premier incubateur tourisme au monde, qui s'appelle le Welcome City Lab, un autre sur la ville durable, donc qui traite plus spécifiquement des sujets qu'on aborde aujourd'hui, avec une thématique sur l'immobilier de demain, l'économie circulaire et la logistique et mobilité urbaine durable avec le Rolling Lab. Ouais. Et donc voilà, je ne vais pas tous les détailler. Non, mais justement, c'est intéressant. Comment est-ce que vous faites le casting? Parce que des startups, il y en a plein, il y en a tous les jours qui se forment. Comment est-ce que vous arrivez à les cibler? C'est eux qui viennent vers eux? Il y a une très forte demande. Il faut savoir que l'écosystème de l'innovation, actuellement, il est vraiment en ébullition à Paris et dans d'autres grandes métropoles, évidemment, en France. Mais concrètement, on a aujourd'hui une très forte demande donc, d'accompagner les startups. Donc, elles se manifestent vers nous au gré des appels à candidature qu'on lance régulièrement. Et donc, on prend, grosso modo, entre 5 et 10% des dossiers qui nous arrivent. On a aujourd'hui un peu plus de 450 startups qui ont été accompagnées par Paris & Co en 2017. Donc c'est le premier incubateur européen en volume. Et donc il y a vraiment une dynamique extraordinaire en ce moment en matière d'innovation à Paris, avec l'arrivée de gros porteurs dont on a déjà entendu parler régulièrement. Mais en fait, toute cette filière, elle est en train de se structurer aussi. Et la spécificité de Paris & Co, on agit vraiment aux côtés des entrepreneurs pour la transformation durable de la cité, faire le lien entre la collectivité et les acteurs économiques. Et c'est bien de le préciser, parce que quand on parle de Paris, on parle de pollution, d'embouteillage, de travaux. Il y a toujours le côté négatif de la capitale et jamais le côté positif. Benjamin Martin. Bonjour à tous. Quand on parle d'Uber, c'est le grand méchant loup, Uber. C'est difficile de travailler chez Uber aujourd'hui? Racontez-moi. Alors, merci à tous pour cette invitation. On est très heureux d'être là aujourd'hui. Ce que je voudrais dire avant tout, c'est que la conviction de Uber, c'est que la voiture individuelle, la propriété de la voiture individuelle va disparaître. On y croit très fort. On pense aussi que c'est important de remettre l'humain, remettre la personne au centre de la ville. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 15% de l'espace public qui est occupé par des parkings. Vous avez 20% des voitures à Paris qui circulent parce qu'elles cherchent des places de parking. Donc 22% des émissions dans le monde de CO2 sont créées par les voitures. Donc nous, ce qu'on cherche à démontrer, c'est que pour aller d'un point A à un point B, vous n'avez pas besoin de posséder une voiture qui va coûter 6 000 € à peu près par an. Vous pouvez au contraire faire appel à des solutions de mobilité à la demande. Ces solutions de mobilité à la demande, d'ailleurs, elles peuvent compléter les transports en commun, et donc j'espère pouvoir aujourd'hui aussi vous expliquer comment on est relais de transports en commun, comment on développe des initiatives, par exemple à Nice, en relais du tramway, de la ligne 1 du tramway,
pour que le soir, entre 20h et 2h30 du matin, Ça, c'est la multimobilité, voilà, c'est ça des personnes puissent en effet bénéficier de solutions de mobilité. Mais juste là-dessus, justement, ça commence à venir ou c'est juste encore un schéma qu'on nous met sur vidéo en disant regardez, c'est la ville du futur, ou est-ce que ça existe déjà? Je sors du bureau, je fais un bout de trajet à vélo, un bout de trajet en train, un bout de trajet en Uber. Notre volonté, c'est vraiment sur l'application Uber de proposer différents modes de transport pour aller d'un point A à un point B. On y croit très fort. On pense par exemple que... Croire, c'est bien, mais est-ce que ça voilà. existe? Vous répondez pas. Ça existe à Nice, par exemple, comme je le disais le soir. Ça existe avec le covoiturage. On vient de développer un partenariat sur la garantie retour pour en fait un certain nombre de personnes qui font du trajet domicile-travail en covoiturage, qui donc évidemment ont peur que le soir ils ne puissent pas rentrer en covoiturage. Et nous, ce qu'on propose avec l'Axit, c'est cette garantie retour qui permet donc de lever le frein psychologique et de pouvoir en effet sur le terrain concrètement travailler avec différents modes de transport et switcher d'un mode de transport à un autre. Ça serait intéressant de voir combien d'entre vous utilisent le covoiturage, justement. On fera ça tout à l'heure. Alain Rinck, selon les villes où on voyage, on trouve de tout en matière d'architecture. Moi, cet été, je suis allé à Hong Kong et j'ai pris une baffe dans la figure parce que j'ai vu ces gratte-ciel qui m'ont littéralement oppressé. Est-ce que ça veut dire que c'est nécessaire? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque ville, son environnement? Comment est-ce qu'on fonctionne quand on est architecte, quand on pense aux nouvelles solutions? Alors justement, donc la question est de savoir comment on pense ces nouvelles solutions. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans le passage à l'action, puisqu'on est tous en train de parler du passage à l'action, on a aujourd'hui une philosophie et des technologies qui sont basées sur la contribution. Ça s'appelle l'open source, ça s'appelle crowdfunding. Voilà, ouais. et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible, et c'est ce qu'on a fait, même y compris dans la ville de Grenoble, il est possible Vous êtes deux mèches aujourd'hui. tous les deux, c'est ça? On est deux mèches, voilà. C'est pas bien. Il est tout à fait possible aujourd'hui de sortir de l'idée en fait un peu binaire qu'il faudrait que les professionnels dont je fais partie ou les élus ne connaîtraient pas bien les choses et que la société civile serait capable finalement de faire des villes mieux. En fait, on peut aller beaucoup plus loin, on peut associer ces deux approches qui restent encore très verticales et les associer à beaucoup plus de transversalité et d'échange. Et je dirais le travail qu'on a fait ensemble grâce à l'apport de la société civile donc sur Grenoble, par exemple, pour prendre cet exemple, c'était que les professionnels avaient un sujet qui était de travailler sur la piétonisation d'une rue. Et en travaillant avec la société civile, on a compris qu'il était tout à fait possible pour le même budget et le même calendrier de travailler aussi sur une place. Alors que nous, on ne le voyait pas forcément. Et je crois que là, on a énormément de possibilités. Vous voulez dire qu'avant, on ne se parlait pas et maintenant, on se parle? Oui, mais c'est complètement sidérant. C'est-à-dire que vous vouliez dire que jusqu'en 2000, les gens ne se parlaient pas et faisaient leur truc dans leur coin. C'est que pour beaucoup de bonnes raisons, par exemple, il y a eu les concours d'architecture qui sont une bonne idée de donner la chance à tous les architectes. Mais ça veut dire que quand vous faites un concours d'architecture pour une école, vous n'avez pas le droit de parler au professeur ou à la directrice de l'école ou aux parents d'élèves, parce que si vous le faites, vous commencez à rompre l'égalité des candidats dans le concours, parce que si la directrice vous dit quelque chose qu'elle ne dit pas aux autres, voilà. Et alors, pour des bonnes raisons, on est arrivé à quelque chose qui est totalement absurde, puisque aujourd'hui, le savoir enseigner, la façon dont on apprend à nos enfants, n'a peut-être plus besoin des mêmes classes qu'au 19e siècle. C'est bien, vous vous attaquez à ce problème alors que d'autres s'attaquent au numerus clausus et quelque part c'est le même combat. Olivier Blon, vous êtes le président de Respire, vous avez écrit un livre sur surtout cette écologie qui ne doit pas être punitive. Quand vous entendez ça, moi pardon à Benjamin Martin, mais moi j'ai envie de garder ma voiture en ville. On me dit, vous n'aurez plus de voiture en ville. Je pense que vous êtes quand même quelques-uns dans ce coin. Ne me laissez pas tout seul, s'il vous plaît. Et puis voilà, la piétonisation. Quand vous entendez tout ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un pistolet sur la tempe en disant maintenant ça va bouger, ça va changer, et vous n'avez pas le choix? Non, moi je suis ravi d'être à cette table parce qu'on voit justement qu'il y a des énergies et surtout des manières d'aborder le problème radicalement nouvelles. Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parce que donc mon point de départ, c'est la pollution de l'air. Et la pollution de l'air, elle tue en France 48 000 personnes par an. C'est quand même la troisième cause de mortalité en France. C'est majeur et c'est un problème urbain. Dans une ville,
Alors, au niveau national, la pollution de l'air, elle tue 10 fois plus que les accidents de la route. Dans une ville comme Paris, donc où j'habite, elle tue 60 fois plus que les accidents de la route. C'est absolument majeur. Et par rapport à cette problématique, ce qui est intéressant, ce que j'explique un peu dans mon livre, c'est que en fait, on peut changer de rapport à l'environnement. L'environnement, c'est pas seulement quelque chose, c'est pas seulement les papillons, les petites fleurs, ce qui nous entoure, mais au sens ce qui est végétal, c'est notre cadre de vie. Et à ce moment-là, défendre l'environnement, c'est défendre les êtres humains. Et l'action de Respire, donc l'association que je dirige, elle a un but très simple. C'est sauver des vies. Sauver 1, 10, 100 peut-être, plus, j'espère. Et c'est ça mon engagement pour l'environnement, c'est au nom de mes concitoyens, sauver des vies. Et là-dessus, évidemment, on est tous... on partage évidemment cette envie, mais on partage justement une vision qui est d'autant plus importante que, encore une fois, ça se passe dans les villes. La pollution de l'air à la campagne, elle existe, elle est forte, mais elle est d'origine chimique différente. En France, en ville, c'est essentiellement les voitures, hein, pas que, mais c'est essentiellement les voitures. Sur les 48 000, c'est essentiellement les voitures. C'est essentiellement les voitures, oui. Pas que, c'est aussi le chauffage urbain, un petit peu la pollution industrielle. Oui, mais un peu, ça veut dire combien? C'est quoi le ratio? Parce que j'entends tout et n'importe quoi. D'abord, on me dit 48 000 que à cause des voitures diesel. Non. On me dit, attendez, Non. c'est pas que toutes les voitures diesel, c'est les... Alors les chiffres sont Eric Piolle a sans doute une idée là-dessus. Juste les chiffres sont super simples en fait. Au niveau national, il y a 4 sources principales de pollution de l'air. Les voitures, le chauffage, l'industrie et l'agriculture. Elles sont à peu près à un quart chacune, un peu plus pour la voiture, mais à peu près à un quart. Mais ça, c'est au niveau national. Et le problème, derrière, c'est l'exposition, c'est-à-dire qui est confronté à quelle pollution. Et en fait, la population, on l'a dit, Carlos l'a dit, enfin, tout le monde le sait, la population, elle vit essentiellement en ville, dans des zones denses, à proximité d'axes routiers. Et donc, dans ces villes-là, où donc réside l'essentiel de la population, c'est le trafic automobile et le chauffage qui sont les principales sources. Et dans le trafic automobile, c'est tout particulièrement les véhicules diesel, parce que leurs moteurs émettent des particules d'une composition chimique telle que, en fait, elles sont beaucoup plus toxiques que les autres. Eric Piolle, là-dessus justement, les voitures et le reste. Alors, effectivement, le chauffage urbain, le chauffage au bois dont on s'occupe, sur les particules fines et les voitures. On a travaillé avec des épidémiologistes du centre hospitalier universitaire pour avoir une déclinaison de ces 48 000 sur le territoire grenoblois. C'est à Grenoble, donc on est à peu près à l'échelle, c'est un mort tous les 3 jours. Et le message des scientifiques, c'est qu'ils nous disent que si on arrive à abaisser la pollution de l'air au seuil de l'Organisation mondiale de la santé, nous gagnerons tous 3 mois et demi d'espérance de vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Des journées sans voiture comme il y a eu dernièrement On gagnera 3 mois et demi, mais en plus, c'est la politique publique sur lesquelles il y a plus d'effets corrélés entre ce qu'on décide et les faits. Il y a plein de trucs quand vous touchez la machine du fisc pour corriger tel ou tel truc. On a l'impression d'avoir une énorme usine à gaz, on touche un bouton, on ne sait pas ce que ça donne à la sortie. Là, il y a un effet direct, des villes comme Tokyo ou Rome plus récemment qui ont fait des gros plans sur la qualité de l'air. L'effet est direct, donc de fait, on agit sur le chauffage urbain avec des primes de conversion pour aller vers des équipements de chauffage qui soient performants, et on agit sur le transport à l'échelle du bassin. Chez vous, les bus, ils marchent à quoi? Les bus, ils sont en train de basculer, sortir du diesel. Ceux qui marchent à l'électricité sont maintenant ni fossiles ni nucléaires. En 2022, c'est l'ensemble de l'électricité de l'ensemble des Grenoblois qui sera ni fossile ni nucléaire. On a lancé un grand plan d'investissement avec énergie verte. C'est-à-dire ni fossile ni nucléaire, je le répète, les deux sont importants. Et donc, sur les modes de déplacement, effectivement, ça nécessite un ensemble de solutions qui va du développement de la marche à pied, donc de la piétonisation, le maire de Pontevedra sera là un peu plus tard, jusqu'aux solutions de covoiturage, et vous pouvez lâcher votre voiture. Moi, j'ai lâché la mienne, j'ai 4 enfants, jamais vous m'auriez dit ça il y a 6 ans, j'aurais dit ouais, d'accord, mais bon, le sport, les activités, le machin, les week-ends, tout ça. J'ai lâché ma voiture il y a 3 ans parce qu'elle est tombée 2 fois en panne et j'ai décidé de la battre. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah ben non, c'est que j'aurais pu racheter en me disant j'aurais pu la réparer, ça se répare. Cela dit, en ville, je crois, j'ai lu, alors corrigez-moi, mais je crois que 97%, les voitures passent 97% de leur temps à l'arrêt. De fait. À l'arrêt. Voilà. Donc je suis passé en autopartage, ça va très bien, même pour les vacances, et j'ai réduit ma facture de moitié. C'était effectivement, j'y passais à peu près 6 000 € par an, j'y passe maintenant un peu moins de la moitié. Mais alors justement, mais la mobilité, elle passe également par la voiture. Pour faire un Uber, vous avez besoin d'une voiture, donc vous ne pouvez pas aller à la chasse aux voitures.
La mobilité, elle passe par plusieurs choses, mais elle peut passer par la voiture si on la Même partage, s'il y a par plusieurs exemple. personnes dedans. Elle peut passer par la mobilité partagée. En effet, en Ile-de-France, c'est 1,1 le taux d'occupation d'une voiture. C'est très faible. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que pourquoi pas mettre plusieurs personnes dans une voiture quand elles veulent faire le même trajet d'un point A à un point B. C'est Uberpool, ça marche. C'est quoi le intéressant ratio parce qu'on de- se rend compte. On Bah- se rend compte par exemple sur Uberpool, laissez-moi juste terminer Oui, ce oui. point-là, Pardon. on se rend compte par exemple sur Uberpool que 40% des trajets sont en périphérie, de la périphérie à Paris. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que ça décloisonne les territoires, c'est bon pour l'environnement. De la même manière, on peut développer la mobilité propre avec des véhicules Verts. plus Électriques. verts, voilà, électriques, hybrides. Nous, on propose des bonus écologiques aux chauffeurs qui utilisent l'application Uber à hauteur de 4 000 € pour qu'ils aillent vers cette conversion. On espère que c'est complémentaire, que ce soit complémentaire avec ce que proposent aussi les collectivités. Et évidemment, la voiture n'est pas l'unique solution, comme je le disais. On peut voyager sur des petits trajets avec un vélo électrique. On a fait l'acquisition d'une start-up californienne qui s'appelle Jump. On veut développer cette solution de mobilité en Europe, dans plusieurs villes. On veut le faire en France. Ça serait probablement extrêmement intéressant pour des trajets courts. Et on se rend bien compte que ça n'a pas de sens, en effet, de déplacer une personne dans un bloc d'1 tonne de métal pour faire 10 blocs, pour reprendre un peu la Parfois métaphore deux, hein. américaine. Voilà. Grosse Donc, voiture, c'est plutôt évidemment, 2 tonnes. Dites-moi, voilà. Uberpool, les commandes de Uberpool, c'est quoi le ratio sur toute la gamme Uber, c'est-à-dire Uberpool, UberX et les berlines? Le ratio, c'est à peu près un quart. Donc Un c'est- quart voilà. déjà. Donc c'est quand même. Donc c'est quand pas même très fort. infinitésimal. Voilà. On comme pense beaucoup de que ça peut continuer à se développer. Là, on innove d'ailleurs. On propose aux personnes, pour permettre en fait d'augmenter le taux d'occupation des voitures, de marcher jusqu'à un point pour en fait améliorer les trajectoires et évidemment en fait permettre ce développement de cette mobilité partagée. Karine Bidard, la qualité de vie dans Paris Co, par quoi ça passe au-delà justement des actions des startups? Est-ce que vous avez une feuille de route? Est-ce que vous avez un cahier des charges? Est-ce que vous dites, voilà, si vous voulez venir chez nous, il y a aussi la qualité de vie, et pas seulement la qualité de l'air, hein, la qualité de vie qu'il faut prendre en compte? D'une manière générale, je dirais que dans la mise en œuvre de nos missions, que ce soit l'accompagnement des startups ou l'expérimentation, l'open innovation, donc l'accompagnement de la relation entre les startups et les grands comptes, on essaye vraiment d'inviter les parties prenantes à réfléchir à leur impact à la fois sociétal, environnemental, économique. Et par exemple, je pense que quand on veut se poser la question de la qualité de vie, il faut savoir de quoi les gens ont besoin et que tout le monde converge, que les actions convergent. Il y a un point qui est absolument essentiel et je pense qu'il est une des marques de fabrique de Paris Co. On est vraiment désireux de mettre autour de la table les différentes parties prenantes d'un territoire. On a une activité d'expérimentation qui est mise en œuvre par une structure qui s'appelle l'Urban Lab et qui, depuis 8 ou 9 ans, a déployé un peu plus de 200 expérimentations sur le territoire, Paris et au-delà des limites stricto sensu de la municipalité. Concrètement, on a lancé donc, tout récemment, au mois de juin de cette année, une démarche qui s'appelle les quartiers d'innovation urbaine. Donc on a sélectionné 2 territoires, 2 quartiers dans Paris. Un quartier sur la zone de Paris-Rive-Gauche qui couvre toute une zone qui est autour de l'avenue de France, grosso modo, avec le nœud de transport de la bibliothèque François Mitterrand, la BNF, une partie de la PHP, l'Université Paris Diderot, Station F, etc. Et l'idée, c'est d'en faire une grande zone d'expérimentation. On a, depuis des années, mené de nombreuses expérimentations qui étaient très disséminées sur le territoire. Là, on se dit... Donnez-moi un exemple d'expérimentation, un seul. Un seul. Par exemple, on a accompagné une expérimentation un petit module qui s'appelle BIL. En fait, BIL, c'est un petit module électrique qui vise à faire de la logistique du dernier kilomètre, qui est au sein, donc il est porté à l'intérieur d'un camion un peu plus gros, qui est positionné à un endroit. Et en fait, ce petit module sort du camion. C'est un peu waouh quand on le voit, c'est assez sympathique, mais c'est surtout un module qui est bourré de technologie qui permet vraiment d'optimiser la logistique, on va dire, des 100 derniers mètres notamment. Parce que la logistique du dernier kilomètre... C'est comme en un fait, drone, mais il ne vole pas.
Oui, si on veut, et qu'il n'y a pas d'impact en fait, comment dire, en matière de qualité de l'air. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir arroser toute une zone dans la logistique des derniers 100, 200 mètres ou 300 mètres, et donc de réduire évidemment l'impact. Et donc ce qu'on veut faire, c'est déployer une méthodologie qu'on a mise en œuvre. La brique de valeur principale, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table. Et quand je dis tout le monde autour de la table, ça veut dire que plutôt que chacun réfléchisse dans son coin à la manière dont il va pouvoir réduire l'impact environnemental dans la ville, c'est de se dire on va mettre donc dans une démarche concertée à la fois la collectivité, dont on travaille avec la CEMAPA, enfin la mairie du 13e, etc., les entreprises, des acteurs un peu institutionnels comme l'université, etc., mais aussi des experts comme l'Agence parisienne d'urbanisme ou l'Usinio qui, eux, apportent une brique de connaissance du territoire, et puis évidemment les usagers, puisque c'est eux dont on veut améliorer la qualité de vie. Et le fait de mettre tout le monde autour de la table, c'est ça qui fait la différence. Et à l'échelle d'un quartier, on peut en plus de ça montrer l'innovation. Oui, alors justement, donc, alors nous, on met pas les usagers autour de la table. Pourquoi ? Parce qu'on utilise justement des technologies qui permettent d'aller voir les usagers sur leur lieu de vie, quand ils sont en train d'attendre le bus, promener leur chien, assis sur un banc, en train de se reposer. Non, ce ne sont pas des sondages, on leur présente l'environnement tel qu'il est et on leur permet de le modifier, de rajouter des arbres. De le visualiser en temps réel. De visualiser en temps réel et de commenter. Et là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant sur le petit sujet qu'on avait tout à l'heure, sur l'abandon de la voiture. C'est que vous avez des médiateurs qui viennent des quartiers, donc ça peut être politique de la ville ou ça peut être ailleurs. On fait ça partout dans le monde, on fait ça aussi bien dans des favelas en Équateur et au Brésil, on fait ça en Chine. On fait ça vraiment dans l'Europe du Nord, au Danemark. Et en fait, quand un médiateur du quartier dit à quelqu'un regardez, on pourrait peut-être enlever les places pour stationner, on a en très grande partie un refus. Sauf que quand la personne voit ce que ça produirait, elle dit ah oui, mais attendez, vous m'avez demandé si on enlevait les voitures, vous ne m'avez pas demandé si on faisait un trottoir avec des choses assez sympathiques pour les enfants. Et c'est là toute la différence. L'intelligence collective, c'est de permettre aux gens de comprendre ce qu'ils vont gagner, peut-être, en participant à des changements de comportement. Question courte, réponse courte à la ringue sur l'architecture, parce que c'est important, parce que c'est la France, parce que Emmanuel Macron, d'ailleurs, promeut notre patrimoine, on le voit encore dernièrement. Paris, les immeubles haussmanniens, qu'est-ce qu'on fait ? On les adapte, parce qu'on parle de photovoltaïque, on parle d'énergie verte, on veut réduire l'empreinte carbone de toutes ces habitations. Qu'est-ce qu'on fait ? On rase Paris comme l'avait projeté Hitler et on met des buildings vertueux. Le Corbusier aussi. Le Corbusier aussi. Non, mais qu'est-ce qu'on fait, déjà, il faut réfléchir un petit peu à l'échelle du territoire. Paris est déjà très dense. Tout ce qui est fait aujourd'hui en essayant d'intégrer la végétalisation, c'est extrêmement intéressant. Et ce n'est pas en mettant des petites fleurs sur les buildings qu'on dit c'est des immeubles vertueux ? Non, bien sûr, mais encore une fois, le territoire est important. Aujourd'hui, on est en train de hyper concentrer la densité sur Paris. On peut se poser la question si à l'échelle d'un territoire, on ne peut pas investir, rendre des villes... on parle beaucoup des problèmes des centres-villes. Enfin, je dirais que les villes sont quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a beaucoup de fils à tirer et il n'y a pas un fil magique qu'on va tirer qui va tout résoudre. Il faut essayer d'avancer de tous les côtés et c'est l'intérêt d'intégrer la société civile dans sa diversité, les enfants, les personnes âgées, parce que chacun aussi peut participer. Je dirais que quand les gens utilisent ces nouvelles façons de visualiser, d'abord ils donnent leur avis. Et ensuite, ils peuvent lire les avis des autres personnes. Et là, ils s'aperçoivent que... C'est le TripAdvisor de la qualité de vie, quoi. Bah sûrement. En tout cas, il y a vraiment un moment fantastique qui arrive. Et aujourd'hui, l'ONU promeut ça. En fait, les nouvelles directions sont vraiment l'intégration réelle de la société civile aux côtés, et non pas en opposition, aux côtés des professionnels, aux côtés des politiques et aux côtés des grands développeurs. Il y a quelque chose qui s'est passé au cours des 40, peut-être 50 dernières années, c'est, j'allais dire, la césure entre la ville et la campagne. C'est-à-dire, et je vous pose la question à tous, on a l'impression, de plus en plus, les observateurs le disent, qu'on met de plus en plus de campagnes en ville, on essaye de verdir les centres urbains, et en même temps, on met de la ville à la campagne. C'est-à-dire qu'on crée, il y a des sociétés qui s'implantent,
qui donne le bon exemple, donc il y en a d'autres qui suivent, on exporte la culture. Comment est-ce qu'on fait justement pour arrêter de ghettoiser, comme on avait fait avec les banlieues d'ailleurs il y a 30 ans? Qui veut répondre à ça? Éric Piolle. Oui, en fait, ce qui se développe aujourd'hui, c'est le périurbain. Hein, si on regarde l'évolution démographique, les villes-centres, elles ont atteint une pointe de population en 70, dans la mutation agricole de l'après-guerre, et puis après elles ont baissé, et puis elles regagnent un petit peu de population avec le dynamisme des centres-villes depuis 2005. Voilà. Depuis 2005. Mais ça a baissé, et donc ce qui s'est développé depuis, en fait, même après 70, c'est le monde périurbain. Ce qui fait évoluer les choses, ce qui fera évoluer les choses là-dedans, comme dans les modes de mobilité, c'est la culture, l'art, la mode. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous trouvez ça cool d'avoir une voiture et de la garer devant chez vous le soir en rentrant? Mais j'en ai pas, c'était pour la blague. C'était pour vous provoquer. On ne peut pas faire confiance aux journalistes, vraiment. Non, jamais. Mais bon, bref. Sachez-le. C'est que votre imaginaire, c'était un pavillon en banlieue parce que vous avez un petit coin de verre avec la voiture garée devant. Et comment demain, ce qui sera cool, et où vous sentirez appartenir à une communauté et vous en serez faire, et donc ça serait par cette même dynamique de la mode et de votre culture et de votre imaginaire, c'est d'avoir une voiture en autopartage et d'utiliser des modes de locomotion qui soient doux et d'habiter dans un centre de vie où vous pouvez avoir cette concentration. Ce qui est intéressant dans la ville, c'est que c'est une concentration de connaissances, de culture, d'échanges et de solidarité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui fuient la ville pour vivre maintenant, puisqu'on est quelques-uns ici à vivre à Paris, et certains s'installaient en périurbain, c'est-à-dire je sais pas, à Marne-la-Coquette, un peu plus loin, à Fontainebleau. Et maintenant, il y a des gens qui me disent, mais moi, j'habite au Mans, et je prends le TGV tous les jours, c'est 50 minutes, alors, et j'arrive. Faire une petite incise, en fait, fuir la ville, c'est pas fuir Paris. Le Mans est une ville. Non mais, bien sûr. Non, mais je précise. Juste, mais oui, parce qu'en fait... En fait, on est dans un truc qui était extrêmement centré. Et les gens disent « je fuis la ville » en disant ça. C'est pas moi qui le dis. Les Parisiens disent qu'ils fuient la ville quand ils quittent Paris, mais en fait, quand ils arrivent chez nous, il y a des gens qui disent Paris au lieu de dire la France aussi. Hein. Oui. Hein, vous remarquerez. Non, mais c'est vraiment une question d'imaginaire. Et on a plusieurs risques là-dedans. Si on crée une nouvelle... Nous, on s'est battus contre l'imaginaire des bâtiments écolos neufs. Hein, il ne faut pas qu'on remplace l'imaginaire du pavillon de banlieue avec la voiture devant par l'imaginaire du bâtiment neuf, catégorie A, super bien équipé. Alors c'est quoi la solution? Parce qu'on construit 1% de logements neufs. Donc il faut qu'on remonte à quelque chose de plus culturel et qui est de se dire qu'on fait partie d'un monde en transition et qu'on appartient, on a des sécurités parce qu'on est en ville, de mobilité, d'éducation, et que on prend soin du vivant et donc on peut habiter dans un logement qui est peut-être encore un petit peu chronophage, énergivore, mais où on va gagner sur la mobilité. C'est vraiment la culture qui fait basculer et il faut faire attention à cet imaginaire. On ne va pas reconstruire un monde tout neuf, il nous faut au contraire réhabiter notre propre monde, c'est là le défi. Deux choses, juste pour rappeler que souvent sur la pollution de l'air, qui est mon sujet, on a une vision un petit peu dichotomique. On oppose les centres-villes urbains, Paris bourgeois, aux banlieues, aux territoires abandonnés. Et dans le débat public, on a souvent construit le débat sur la pollution de l'air comme autour de cette opposition. Et nous, à l'association Respire, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire émerger une parole sur la pollution de l'air dans les territoires périphériques, dans les banlieues, qui sont en fait beaucoup plus concernés par la pollution de l'air, parfois, que les centres-villes, parce que justement, alors pour prendre l'exemple de la région parisienne, c'est des zones qui sont traversées par des autoroutes urbaines, mais enfin des vraies autoroutes au cœur de la ville, qui sont entourées du périphérique, de l'A3, de la 86, etc. Et alors que c'est des gens qui, pour aller à leur travail, ne prennent pas leur voiture parce qu'il y a justement des lignes de transport en commun. Donc il y a cette émergence d'une voix populaire sur le sujet qui serait très importante de faire entendre parce que ça changerait le débat. Et après, pour rebondir sur l'idée de culture, je pense qu'on est en train de vivre une révolution. On ne se rend pas compte parce qu'on est dedans. Mais la société autour des déplacements se transforme à une grande vitesse. Et pour moi, c'est comme avec la cigarette. La cigarette, donc, qui est évidemment un polluant de l'air aussi, ce sera un point commun,
il y a 10 ans, ça semblait normal de fumer dans les restaurants. Et quand on a imaginé qu'on allait interdire de le faire, eh ben, ça semblait complètement fou. Ça passerait jamais, etc. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde considère ça comme tout à fait normal. Et imaginez que vous soyez dans l'avion et que vous allumiez une cigarette, vous allez avoir 5 personnes qui vont vous sauter dessus parce qu'ils vont vous prendre pour un terroriste. Parce que les opinions publiques, elles ont changé à cette vitesse-là. Et c'est énorme, parce que c'était il y a juste 10 ans, un petit peu plus. Il faut faire avec. Et je pense que sur le rapport à la voiture, la propriété de la voiture, l'usage de la voiture, l'usage de tous les modes de déplacement alternatifs, la société, elle est en train de se transformer à cette vitesse-là. Et ce qui serait dommage, c'est justement de ne pas le voir, de continuer à parler de déplacement en parlant de voiture, alors qu'il faut parler de mobilité, de moyens, et puis aussi d'urbanisme, parce que de mon point de vue, et je m'arrêterai là, la meilleure manière pour limiter la pollution de l'air, c'est de rapatrier les emplois auprès des gens. Donc de repenser la ville. Benjamin Martin. Oui, non, je pense que c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que cette accélération, je pense elle peut faire peur, mais en même temps, au contraire, je pense qu'elle est extrêmement stimulante parce qu'elle va permettre à un certain nombre d'acteurs publics et privés de retravailler ensemble. Elle va permettre de retrouver, en effet, je pense, l'essence même du terme mobilité, c'est-à-dire la mobilité physique, c'est la première mobilité, c'est-à-dire que sans mobilité physique, on ne peut pas faire d'émancipation sociale, on ne peut pas faire d'émancipation professionnelle. Mais évidemment, ce qui avait été pendant des années perçu comme une solution, c'est-à-dire la voiture individuelle, est aujourd'hui la source première du problème. Et donc, comment en fait réinjecter de la vraie mobilité sociale, c'est en effet en essayant de travailler tous ensemble. Oui. Et je pense qu'il y a des sujets qui sont assez intéressants. Par exemple, à Londres, nous, on a remarqué qu'en développant l'application Uber, on se rendait compte que dans des territoires où il n'y avait pas de transport en commun, il y avait énormément de personnes qui voulaient avoir une course ou qui, au contraire, voulaient aller dans ces territoires alors qu'ils n'avaient pas accès à des transports en commun. C'est à peu près 20% des courses dans le Grand Londres. On voit des mêmes choses dans un certain nombre de territoires. En France, on est présent dans 15 villes. Ça veut dire que ce n'est pas un phénomène uniquement parisien. Et donc ces nouvelles mobilités à la demande, elles se développent très fortement. Et donc l'intégration qui sera faite à travers des applications de collectivité, à travers des applications comme Uber, à travers des applications de transport public commun, elles vont permettre le développement de nouveaux usages à une vitesse fulgurante. Il y a un chiffre de l'ONU, moi, qui me fait peur. C'est qu'il y a aujourd'hui plus de 700 millions d'habitants dans les bidonvilles dans le monde. Ça sera le double en 2030, d'après les prévisions. C'est-à-dire au-delà de tout ce que vous faites tous, hein, est-ce que, et c'est une question provocatrice, mais je dois vous la poser, est-ce que la ville belle et riche, forcément, éloigne, et c'est bien que vous me répondiez à ça, est-ce que les gens, du coup, fuient vers les périphéries, je ne vais plus dire la ville ou la petite ville ou la grande ville. Ça dépend en fait. Si on est dans le discours de la Smart City, pas la façon dont Carlos Moreno la propose, mais de la Smart City où finalement technocentré, où continuons en avant cette fuite sur l'accumulation et puis la technologie vous amènera des solutions, et finalement où la ville est vue comme une usine dont nous serions les pions et dont il faudrait optimiser tout, les déplacements, les modes de vie, la consommation intérieure, etc. Évidemment, à ce moment-là, on se plante parce que l'ambition de ces mégapoles, ça va être de faire des îlots de richesse. Voilà. Et on en voit énormément, hein, la compétitive, même pour reprendre une allusion tout à l'heure à la culture, il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui mettent en avant la culture, non pas pour ce qu'elle est dans notre humanité, mais comme facteur d'attractivité. Bon, je crois que là, on passe à côté du sujet, puisque au contraire, la ville est un lieu de solidarité. Donc, si vous regardez aujourd'hui en France, d'ailleurs, le taux de pauvreté dans les villes est supérieur au taux de pauvreté national. Il y a à Grenoble, et c'est le cas pour toutes les métropoles qui vont bien, il y a 18%, 17% de pauvreté. C'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Nantes. Voilà, c'est les villes qui vont bien aujourd'hui. 18% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, là où c'est 14% pour la moyenne nationale. Et en fait, il y a des villes, par contre, qui ont développé des îlots de richesse et elles chassent les pauvres. Il y a Paris, évidemment, et il y a Lyon. Il y a Paris, oui. Il y a Paris et il y a Lyon qui est dans la même logique, ouais. De façon assumée, en disant nous, c'est le développement économique, voilà, on est un phare, et puis les autres, ils se ventilent ailleurs. Vous vous sentez visé, Karine Bidard ?
Non, parce que je ne suis pas ville de Paris en tant que telle, donc je ne vais pas répondre pour la ville de Paris. Il ne Mais s'agit pas de ça. Politiquement, Mais je Paris pense cherche que à lutter contre ça. il y a quand même- La pression spéculative est difficile. il y a quand même, oui, effectivement, une problématique de coûts immobiliers. D'un autre côté, il y a des programmes quand même qui sont déployés comme sur Réinventer Paris, et qui ont aussi pour propos de favoriser la mixité des usages, des destinations, et donc qui prévoit aussi... Donc le panel est suffisamment grand pour essayer d'allier les politiques. je ne sais pas si... Alain Arac, sur les bidonvilles, justement, vous qui avez en tête l'architecture des villes qui peuvent exploser. Je pense que vraiment ce qui est important, c'est de relier les problèmes, hein. Donc quand on parle de mobilité, il faut tout de suite se dire qu'est-ce qui va se passer aux endroits où il y a moins de voitures qui vont être garées, donc capacité d'améliorer la qualité de vie. Quand on parle bidonville, on s'aperçoit qu'ils sont construits avec du parpaing, qui est quelque chose de polluant avec du ciment, qui arrive en camion, et que les gens ne construisent plus avec la terre sur laquelle ils marchent. Donc il y a des programmes qui sont organisés, y compris en Afrique, de se dire est-ce qu'on doit prendre des grands joueurs de foot, des vedettes, et montrer qu'ils ont des très belles maisons qui sont construites en terre pour changer justement l'image et la réflexion de dire quelqu'un qui est riche a forcément une maison en parpaing, alors que les maisons en terre, c'est les vieilles maisons et c'est les maisons C'est comme les vedettes américaines qui achetaient des Toyota Prius, pour ne pas les citer, Non, parce mais tout à fait. qu'elles étaient plus vertueuses que les grosses voitures américaines. Tout à fait, Ouais. mais ce qui est beaucoup plus intéressant, et encore une fois, si on parle de culture, c'est qu'en Afrique, donc les maisons en terre, elles s'abîment à la saison des pluies. Sauf que des programmes auxquels on a été associés, enfin on ne travaille pas directement, mais on les a vus et on essaye de les amener dans d'autres endroits. On a vu que ce qui se passait avant, c'est qu'à il y avait des fêtes et on réparait la maison et on la repeignait, etc. Donc il y a eu des concours qui ont été organisés en Afrique pour savoir qui avait la plus belle maison. Et donc il faut vraiment saisir le problème dans sa globalité. Donc des vieux sages africains qui expliquaient à des jeunes artistes africains ce qu'ils avaient en tête, et donc il y avait des nouvelles créations. Donc je crois que Carlos aussi parlait de la créativité, et cette créativité, en fait, on a un défi à réussir tous. Et quand on arrive à mettre les gens dans des bonnes conditions de réflexion, où les postures sont ouvertes, où personne n'est ridicule, où tout le monde peut parler, tout en laissant ensuite ceux qui sont en charge, donc par exemple les politiques, de prendre la décision finale, mais qu'il y a une réelle ouverture, à ce moment-là, on peut vraiment avancer, et c'est en train de se passer. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se passer, et les réflexions trop fermées avec « je suis spécialiste des logements parce que j'en construis tant par an », donc d'autres je sais mieux que vous. Oui. Voilà, donc d'autres idées ne sont pas les bienvenues parce qu'elles n'ont jamais été essayées. Je pense que ça a changé. Eh bien merci à vous tous, merci à Karine Bidard, merci à Benjamin Martin, à Olivier Blon et à Éric Piolle d'avoir été avec nous dans cette table ronde. J'espère que ça va ouvrir vos chakras et vous allez tous vous sentir plus responsables que jamais. Merci à tous, bravo. Merci beaucoup.